Bonsoir, chers followers. Les ambassades américaines à Dakar et Conakry ont le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Mwemba Fezo Dizolele pour une conversation sur le thème COVID-19, défis et opportunités géopolitiques et sécuritaires. Comme vous le savez tous, le monde est confronté depuis le mois de décembre à une pandémie nommée COVID-19 qui a des conséquences sanitaires énormes, mais qui également a engendré des conséquences économiques, financières, commerciales très désastreuses. La pandémie de la COVID-19 a également causé des perturbations sociales, culturelles, psychologiques et mentales dans les communautés, en même temps également qu'elle a bouleversé les relations internationales et la géopolitique mondiale. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Mwemba Fezo Dizolele, qui est le conseiller principal pour l'Afrique à l'International Republican Institute, qui a également une vingtaine d'années d'expérience dans les affaires internationales, notamment dans l'analyse des questions de politique étrangère, de sécurité, de défense, de démocratisation et de gouvernance également. Monsieur Dizolele est maître de conférence en études africaines à l'École d'études internationales avancées de l'Université Johns Hopkins, mais également associé principal non résident au Centre d'études stratégiques et internationales. Monsieur Dizolele est écrivain, analyste politique, journaliste indépendant, mais également un vétéran de l'US Marine Force. Donc, Monsieur Dizolele, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alioune. C'est un grand plaisir et un honneur de me retrouver parmi vous, confrères et consoeurs, pour discuter un peu de la situation qui prévaut actuellement dans cette crise la pandémie COVID-19. En fait, je veux commencer un peu avec les statistiques pour nous situer un peu du point de vue référence, puisque c'est très important pour voir l'ampleur de la situation, de voir un peu les chiffres. Et là, je voudrais voir un peu actuellement, d'après les centres de ressources du coronavirus de Johns Hopkins, les cas globalement dans le monde, on a environ 11 millions. Donc, 11 865 335 cas dans le monde entier. Donc, ce qui a été répertorié. Aux États-Unis, c'est 2 998 177. Au Sénégal, c'est 7 657. En Guinée, 5 697. En Mauritanie, 5 024. Et en Chine, donc, qui est l'épicentre de la crise, 84 941. Et pour ce qui est des décès, globalement, donc pour le monde, on a enregistré jusque-là 544 996. Les États-Unis, c'est 131 521. Pour les Sénégal, 141 décès. En Guinée, 34. En Mauritanie, 135. Et en Chine, 4 641. Donc, juste pour nous situer un peu par rapport à l'ampleur de la crise auquel nous faisons face, à laquelle nous faisons face. Alors, ce qu'on ressent, c'est quoi? De prime abord, nous sommes en pleine crise. Là, il n'y a aucun doute. Au départ, il y a eu des pays qui ont essayé de nier l'ampleur de la situation, mais c'est établi que nous sommes tous dans une crise. Et nul n'est au-dessus de COVID-19. Ça n'a rien à voir avec la puissance économique d'un pays, avec le niveau de son trésor national ou avec la superficie d'un pays. Donc, que ce soit le Vatican et que ce soit la RDC, que ce soit la Mauritanie, la Russie, on est tous affectés, pratiquement de la même manière. Alors, à l'interne, donc dans chaque pays, la crise de la pandémie 19 met à l'épreuve les systèmes de chaque pays, encore une fois, d'une manière très égale. Personne n'échappe à cette épreuve-là. C'est-à-dire c'est un choc qui met à l'épreuve les systèmes administratifs, les systèmes, ce que j'appellerais moi le contrat social. Le contrat social, c'est la dynamique qui gouverne chaque communauté. Pour nous en Afrique, que ce soit au niveau du village, donc au niveau élémentaire, où une société, une communauté se met ensemble, on dit, écoutez, nous, on va vivre comme une communauté et nous serons régis et dirigés par un conseil des aînés.
donc les conseils des sages, qui prendra soin du bien-être de la société, qui va établir les règles d'engagement, les règles de vie, ainsi de suite. C'est quand la moisson, c'est quand est-ce qu'on va planter, c'est quoi les règles pour les bétails, ainsi de suite. Le mariage, tout. Alors, dans un cas d'un pays, c'est pareil. Donc, il y a l'État, il y a le gouvernement, il y a les conseils municipaux, ainsi de suite. Alors, le Covid-19, à ce point-là, met ça à l'épreuve. Donc, c'est un choc à tous ces niveaux-là. Alors, les contrats sociaux, généralement, quand on le définit, quel que soit le contexte, c'est pour le bien-être, le bien-être principalement d'abord de la société. Alors, maintenant, du coup, quand on est dans ces contrats sociaux, on voudrait quoi? On voudrait que les anciens, les conseils des sages, dans les cas du village ou de la communauté de base, ou dans les cas du pays, le gouvernement, puissent se charger de certaines dimensions de la vie quotidienne. Et là, justement, Covid a fait un choc énorme à cela. Du coup, on dit aux gens, écoutez, vous ne pouvez plus travailler, vous devez rester chez vous, puisque on ne peut pas garantir votre sécurité tant que vous ne restez pas chez vous, puisqu'il y a des dangers, des risques de contamination, de contagion, ainsi de suite. Alors, dans ces contextes-là, dans un pays africain, ou dans tout autre pays d'ailleurs, vous dites en fait à un père de famille, à une mère de famille, de rester chez soi. Et ça pose problème dès le départ. Puisque dans nos économies africaines, où on vit du jour au jour, c'est-à-dire du jour le jour, on va au marché, on achète. Les gens souvent n'ont pas le moyen même de stockage à la maison. Il y a déjà des problèmes de crise d'électricité. Comment préserver la nourriture qu'on achète? On va au marché le matin, on prépare, on mange, et le lendemain, on répète le processus. Alors, du coup, on dit aux gens, on n'a pas d'idée claire quand est-ce que cet état d'urgence ou d'état d'urgence va finir. Donc, du coup, ça crée une incertitude. Une incertitude qu'on ne peut pas gérer. La famille moyenne, l'individu moyen, le citoyen moyen lambda dans un pays n'a pas les capacités ou le moyen de gérer ça. Là, ça varie en fait. Si vous êtes en Norvège, votre capacité de gérer la crise du point de vue individuel est différente et se présente différemment par rapport à un citoyen au Sénégal, en RDC, en Zambie, au Lesotho. Ça se présente totalement différemment. L'élite a de moyens, mais les citoyens lambda dans des pays en voie de développement, des pays pauvres, tout dépend de la définition qu'on veut choisir, le choc n'est pas subi de la même façon. Donc, du coup, on est confronté à deux problèmes. En RDC, par exemple, le ministère de la Santé a communiqué des instructions pour se protéger, ainsi de suite, et la population dit, écoutez, les choix est clair entre la survie de ma famille et la peur ou la crainte du Covid-19, eh bien, moi, j'ai choisi la survie de ma famille. Cela signifie quoi? Cela signifie que, comme la grande partie, la majorité de la population dans les pays africains vivent dans les secteurs informels, ils dépendent de l'informel, de l'économie informelle, et non de l'économie telle que l'entend le Fonds monétaire international avec tous ces indicateurs économiques que nous connaissons ou financiers. Ça, c'est totalement, presque pas pertinent pour les citoyens ou les citoyens lambda de nos pays en Afrique. Donc, on doit survivre, on doit aller au marché, on doit faire quelque chose pour survivre. Alors, du coup, la crise du Covid-19 met en exergue le problème de gestion, le problème de gouvernance qu'on n'a pas vraiment réglé depuis des décennies dans beaucoup de pays africains. Quelle est la capacité d'une école en Afrique, de districts scolaires académiques, de dire en réalité aux étudiants, aux élèves de rester à la maison et qu'on va suivre les cours de la maison. Quand bien même qu'on sait que l'étudiant moyen, l'élève, n'a pas accès à l'ordinateur. Même si cet étudiant avait accès à l'ordinateur, il y a d'autres problèmes, des crises qui se posent, qui sont là bien avant, qui ont précédé la crise de Covid, c'est-à-dire le problème de provision d'électricité, par exemple, et d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il y a de l'énergie juste pendant quelques heures pendant la journée dans certains quartiers et pendant d'autres.
Alors, quand vous dites aux étudiants il faut rester à la maison, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation énorme du point de vue éducationnel pour les enfants, pour les parents qui sont à la maison, qui sont tout du coup confrontés à ce problème de gérer les enfants qui, généralement, ne sont pas à la maison pendant cette période de temps. Alors, même s'il y a un peu d'électricité et qu'on a un ordinateur, un autre problème se pose, c'est ce problème d'accès au réseau Internet qui coûte. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça en temps normal. Et quand vous avez 5-6 enfants, ainsi de suite, donc vous voyez un peu l'ampleur de la crise. Donc, du coup, on remet en cause, on remet en question le modèle même de contrat social que nous avons dans beaucoup de nos pays. En cas de crise, quand on a toujours dit avec des collègues, des copains, on dit, mais la nature, Dieu est grand, dans le sens où, généralement, les problèmes des catastrophes naturelles se posent plus dans les pays dits développés. Alors, s'il y a des feux de brousse au Canada, les gouvernements canadiens vont affréter des bus pour évacuer ceux-là qui ne peuvent pas se prendre en charge. Ceux-là qui peuvent se prendre en charge prennent leur voiture, ils évacuent. C'est pareil en France, il y a des feux de brousse au sud de la France, et les gens perdent leur maison, mais ils ne perdent pas leur vie généralement, puisqu'ils prennent le peu qu'ils peuvent, se mettent dans leur voiture et conduisent vers Marseille ou ailleurs. Dans les pays africains, ça devient très compliqué, puisqu'on n'a pas toujours ce choix-là de se sauver même quand bien on veut. On n'a pas le moyen. Et alors, le contrat social, dans ce cas-là, on s'attend à ce que la communauté, à ce que le pays, le gouvernement prenne ça en charge. Et là, ça ne se passe pas comme ça. Puisque du coup, alors, on doit faire appel aux autres. On perd un peu de son indépendance comme pays, comme État, comme communauté. Du coup, on ne sait plus se prendre en charge. On compte sur le fonds d'aide humanitaire ou des crédits d'urgence du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, ainsi de suite. Mais ces facilités de crédit ou ces facilités financières, en fait, même s'ils servent des mesures d'une manière dans l'intérim, ça en fait ajoute aux problèmes qui existaient déjà. C'est-à-dire, si un pays comme la RDC va prendre des crédits, récemment, le Fonds monétaire a accordé plus de 363 millions de dollars pour des fonds de crise, de gestion de la crise. Mais c'est une dette. C'est-à-dire, c'est un pays qui est déjà endetté. Et maintenant, en cas de crise, ce pays va s'endetter davantage. Et cela ajoute déjà à un problème qui existe. Et qui va payer ce montant quand la crise sera finie? Ça, c'est point d'interrogation. Alors, ce même problème que nous confrontons maintenant pose d'autres situations, d'autres problèmes. Donc, traditionnellement, dans les sociétés, quel que soit le pays, quand on parlait du contrat social, on parlait de la sécurité. Alors, quand on parle souvent de la sécurité, c'est la sécurité de l'État. C'est comme ça un peu partout. L'État a le droit de suspendre vos droits civiques et dire au nom de la sécurité, on va faire XY. On investit dans l'armée, on investit dans les services de renseignement, ainsi de suite. Mais depuis quelques temps, donc depuis quelques années, il y a un courant dans les sciences politiques, un courant dans les sciences humaines, qui dit qu'en fait, on doit s'écarter, s'éloigner de ce modèle qui met l'État au centre de la sécurité. Puisque, comme je disais au départ, même dans la communauté de base, ce n'est jamais le chef qui est au centre de la sécurité du village ou de la sécurité de la communauté, c'est toujours la population. Le chef ne prend pas de décision à l'encontre de la population. Et au niveau de l'État, de plus en plus, les scientifiques et les chercheurs interrogent, remettent en question le modèle qu'on utilise régulièrement actuellement comme l'État étant au centre. Donc, on s'arme avec des mirages, on investit des milliers de dollars dans la force militaire, dans la collecte des informations, protection contre les voisins, ainsi de suite. Mais on trouve qu'en fait, la sécurité doit être la sécurité humaine. Et quand on parle de la sécurité humaine, c'est l'individu, c'est le citoyen qui est au centre. Et l'État est au service de cet individu. Et notre version de la sécurité doit être basée sur ça. C'est-à-dire, du coup, les hôpitaux deviennent plus importants
que les escadrons de chasse de l'armée de l'air, ou au minimum aussi importants. Les médecins sont aussi importants, hein, donc le corps médical est aussi important que les agents de l'ordre, comme nous les appelons, puisque les points de faiblesse de la sécurité mondiale globale se posent à l'heure actuelle, au-delà des armes nucléaires et autres, c'est l'émergence des pandémies. En Afrique de l'Ouest, on est assez familier avec. On a vu l'Ebola en Sierra Leone. La pandémie ne se confine pas aux frontières de pays où elles émergent. Que ce soit en Ouganda, en RDC et ailleurs, quand il y a une pandémie, effectivement, ça affecte tout le monde. Alors, dans ces cas, c'est un grand défi. Mais le défi, principalement, n'est pas aussi compliqué puisque la nature humaine, c'est d'être libre. Les individus veulent être libres. Et quand on est libre, on veut avoir des choix. On veut contribuer, on a des devoirs, mais on a aussi des obligations et on a des droits. Et dans le cas du contrat social, on se pose la question dans les contextes de Covid. Alors, vous me demandez de rester à la maison pour autant de jours. Et d'ailleurs, il y a une incertitude, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et moi, je fais quoi dans l'entretemps? Alors, dans des pays où on a pris cette dimension de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité humaine un peu plus au sérieux, l'État est en mesure, grâce à la bonne gouvernance, grâce à la transparence dans la gestion du bien public, d'avoir amassé des réserves où on va dire, OK, vous allez rester à la maison pour autant de jours, vous, le corps professoral, les corps enseignants, on va vous payer. Ne vous en faites pas, on va vous payer à 80% de votre salaire, donc pour s'assurer que personne ne sort, personne ne va exposer ou mettre les autres en danger. Pour vous, les bergers, les peuples pasteurs, pareil, restez chez vous, nous savons que c'est compliqué, mais en attendant, on va prendre soin de vos besoins. Les étudiants, c'est pareil, nous allons permettre, par exemple, l'État va payer autant de subventions aux compagnies des services téléphoniques pour qu'on puisse disponibiliser justement l'accès à l'Internet à tout le monde. Les étudiants, les élèves qui n'ont pas accès à l'Internet, on va pourvoir, l'école, les districts va pourvoir les ordinateurs pour eux. Ainsi de suite. Pour les corps traitants, les médecins, on va prendre soin de vous avec une paye des risques. Ouais. Or, il y a une autre dimension qui se pose, c'est que c'est la grande dimension de la diaspora. Dans beaucoup de pays africains, la diaspora joue un rôle très important. La diaspora supporte une grande partie de la communauté qui reste au pays. C'est-à-dire les gens travaillent, que ce soit en France, aux États-Unis, les Africains qui y sont, ils bossent dur. Souvent, ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour leur petite famille qu'ils ont composée ici, là où ils se retrouvent, mais aussi pour la famille qui est restée au pays. Alors, ce choc-là, comme maintenant on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la touche, il y a des compagnies qui font faillite, ainsi de suite. Ici, donc je parle des pays développés qui ont assez de moyens. Ces citoyens de la diaspora, du coup, se trouvent aussi en pleine crise financière. Il y a un choc. Je parlais de choc. Le choc, ce n'est pas juste au niveau de l'État, mais c'est au niveau individuel aussi. Alors, du coup, ça devient plus difficile de supporter sa propre famille ici, dans cette incertitude, et cela rend les choses plus difficiles pour ceux-là qui sont restés au pays. Or, nous savons que dans beaucoup de pays, la contribution des transferts des paiements de la diaspora est aussi importante, si pas plus importante, que l'aide étrangère, l'assistance étrangère que ces pays reçoivent. Donc, nous parlons en termes de milliards de dollars que la diaspora africaine transfère vers les pays d'origine. Alors, l'autre défi, c'est que, je repars au niveau global, l'autre défi, c'est que en cas de crise comme celle-ci, il y a un sens de protectionnisme qui s'impose. Chaque pays ferme ses frontières, on ne veut plus, on voit l'autre, c'est le problème, comme dirait Sartre, l'autre, c'est l'enfer, il ne faut pas lui faire confiance, il ne faut pas le laisser entrer chez nous, ainsi de suite. Donc, on monte un peu de murs, l'immigration devient plus compliquée, on ferme ses frontières, ainsi de suite. Cela signifie qu'il y a moins de coopération. Or, dans les contextes intégrés mondiaux aujourd'hui, la coopération est une des choses, un des piliers de l'avancement du monde.
même dans les cadres médicaux, déjà dont nous parlons aujourd'hui, bien avant la pandémie Covid-19, les pays collaboraient. C'est-à-dire, si vous allez en Guinée, il y a toujours une station des CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis. Vous allez en RDC, vous allez trouver des scientifiques français, américains, ainsi de suite. Au Sénégal, c'est pareil. Et donc, il y avait toujours ce réflexe de collaboration. Du point de vue, d'abord, matière grise, l'Afrique peut-être n'a pas autant de moyens financiers, mais l'Afrique a beaucoup de moyens intellectuels. C'est-à-dire les médecins en RDC, les médecins en Guinée, les médecins au Sénégal, ils sont aussi professionnels, aussi intelligents, aussi aguerris que les médecins qui sont ailleurs. Et d'habitude, souvent d'ailleurs, plus, puisqu'eux, ils confrontent ce problème, les différents problèmes réguliers, d'une manière assez régulièrement. Donc, quand nous faisons ça, il y a une base de données, une base de connaissances qu'on trouve en Afrique, qu'on ne trouve pas à l'étranger nécessairement. C'est-à-dire un médecin norvégien n'est pas généralement qualifié en médecine tropicale. Quand on parle de la malaria, on parle de certains problèmes médicaux. Les médecins en Afrique sont plus qualifiés que les médecins qui sont ailleurs. Donc, il y a toujours cet échange, cette collaboration. La Chine, même dans les cas d'espèces, il y avait des médecins américains, des médecins français qui travaillaient la différence entre des recherches en Chine. Du coup, l'idéologie change, donc les discours changent. Une crise, un bon politicien ne laisse jamais une crise aller de soi. C'est-à-dire un bon politicien va toujours utiliser va toujours utiliser une crise à sa propre faveur. Ça peut être d'une manière positive ou d'une manière négative. Donc, on peut tout d'un coup mobiliser les masses, ces citoyens, les uns contre les autres, ou un pays contre un autre pays. Donc, tout dépend des intérêts de tout et chacun. Donc, il y a cette crise-là. Alors, qu'est-ce que ça fait maintenant du point de vue sécuritaire? Du point de vue sécuritaire, déjà, du point de vue sécuritaire traditionnel, donc ce que je disais, l'armée et les autres, toutes les antennes des services de renseignement, ainsi de suite, s'élèvent et c'est vraiment en chien de faïence qu'on se guette. Du point de vue sécurité humanitaire, il y a aussi un choc de ce côté-là. Alors, tout d'un coup, tout à l'heure, je disais ça affecte l'économie dans un pays. Quand vous dites aux gens de rester chez eux, de ne pas paître leur bétail, de ne pas aller ceci, de ne pas aller cela, il y a des coûts d'ordre financier. Alors, les pays qui ont des moyens interviennent. Puisque ces pays interviennent au niveau local, que ce soit pour des subventions aux compagnies aériennes, par exemple, dans le cas des États-Unis et ailleurs, que ce soit pour les subventions pour payer les frais, les salaires, si vous voulez, des gens qui restent à la maison, qui ne bossent pas, pour supporter les entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite. Donc, tout ça, c'est un coût. Alors, ce coût-là, ça signifie quoi? Avec ce coût, on ne sait plus maintenant tendre sa main vers un pays en Afrique qui est aussi dans le besoin, puisqu'on a des besoins chez soi. Hein? On a vu ça en Europe, l'Italie, quand l'Italie était confrontée au plus haut sommet, à l'apogée de cette crise, l'Italie s'est tournée vers ses partenaires de l'Union européenne. Et ses partenaires ont dit, nous sommes désolés, Italie, mais on ne peut pas venir à votre secours, puisque nous avons un problème chez nous. Alors que ce pays ont des traités, ils ont des accords qui les tiennent dans le cas de l'Union européenne et d'autres accords et d'autres institutions. Or, dans les pays africains, les accords ne sont pas aussi solides. Donc, vous imaginez déjà qu'un pays qui est confronté à ses propres besoins à l'interne, qu'il soit les États-Unis ou la France ou autre pays, il n'y a pas cet espace-là, il n'y a pas autant d'espace pour qu'on puisse venir au secours des autres. Alors, pour conclure, on a encore 5 minutes, je vais parler là. Donc, j'ai mentionné les défis et certaines opportunités, mais parlons un peu des opportunités. En fait, les opportunités, c'est qu'à l'interne, dans nos différents pays en Afrique, il est temps de remettre en cause, de remettre en question le modèle de gouvernance, le modèle justement du contrat social sur lequel nous basons les leaderships dans nos pays africains. Est-ce que c'est le mauvais? Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'on doit laisser les choses être gérées de la manière qui se présente actuellement?
Les pays africains sont dits pauvres, mais les pays africains ne sont pas pauvres. L'Afrique, peut-être le moyen financier, le gros de moyens financiers se trouve au nord, mais les ressources dont le monde a besoin se trouvent au sud, donc en Afrique. Que ce soit les mines, que ce soit la forêt. En fait, l'avenir du monde dépend de l'Afrique. La RDC en elle seule regorge de tant de ressources dont le monde a besoin. Donc, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais l'Afrique s'appauvrit puisqu'il y a mauvaise gestion, il y a mauvaise gouvernance, il n'y a pas autant de volonté politique, il y a un ancrage dans cet ancien modèle des contrats sociaux qui veut que l'État soit au centre et que le gouvernement soit au centre et que le peuple se retrouve à la périphérie du débat. Donc, il y a une remise en cause là-dessus. Ça, c'est une opportunité. Une crise doit nous apprendre quelque chose et quand on en sort, on doit en sortir un peu plus fort. Il y a une opportunité de collaboration pour tout le monde. C'est-à-dire, on se rend compte maintenant que monter les murs, c'est refermer, l'isolationnisme n'avance pas très bien. Ça ne profite à personne. Et tout à l'heure, j'avais dit que nul n'est au-dessus de Covid. On voit que tous les systèmes sont ébranlés. On a vu des pays qui se sont sortis mieux que les autres. Taïwan, par exemple. On a vu la Nouvelle-Zélande. Donc, tous ces pays, ce n'est pas des pays, au départ, qu'on prenait le plus au sérieux au monde. Mais on a à apprendre les uns des autres. En Afrique, au départ, le Sénégal a fait des progrès énormes. Nous qui étions ici, on a suivi régulièrement ce que le Sénégal faisait, les tests, les niveaux de testing, ainsi de suite. Donc, chacun a à offrir. Ça, c'est une opportunité. Il y a une autre opportunité de revoir justement ce qu'on fait avec la sécurité humaine. La pandémie nous a démontré, et je pense que nous sommes tous convaincus, qu'il faut mettre l'individu au centre. Le bien-être de l'individu, c'est le bien-être de l'État. On ne peut pas avoir un État, développer un État qui s'avance avec un peuple qui est malade ou qui vit dans la crainte. Ça, ce n'est pas possible. Et côté business, le défi, c'est que tant que ces pays du Nord, où le gros des investisseurs qui viennent dans le pays du Sud résident, sont dans cette crise, il n'y aura pas autant d'investissements directs pour l'Afrique, puisqu'ils sont plus préoccupés par le problème chez eux. Tout à fait normal. Alors, si en Afrique, les gouvernements africains, soit dans le cadre des organisations régionales telles que la CEDEAO, pour les cas Sénégal et autres, qui est d'ailleurs une organisation assez forte qui a fait ses preuves, surtout du point de vue démocratie, on doit repenser l'approche. C'est Senghor qui parlait du rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense, à mon avis, quand on analyse un peu plus récemment, l'Afrique a plutôt reçu plus. Il est temps que nous puissions repenser et rejoindre cette pensée de Senghor, qu'on se retrouve justement à ce rendez-vous du donner et du recevoir, que les Africains puissent amener leurs apports, puisqu'ils en ont plein. J'ai dit tout à l'heure, la connaissance scientifique, les ressources, comment négocier cet espace international, global, avec les ressources qui sont africaines. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse lancer la discussion avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Dizolele, pour cette brillante présentation. Donc, nous avons cru en tout cas retenir de votre présentation que c'est une crise qui n'a épargné aucun pays, qui n'a épargné aucune région du monde, indépendamment du niveau de richesse économique ou du niveau de pauvreté des États. Mais nous avons également compris que c'est une crise qui a complètement bouleversé le tout tissu social, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Et ça a montré des carences dans la gouvernance, notamment beaucoup d'impréparation dans les domaines de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la gestion, entre autres de l'énergie, dans le domaine de la gestion de l'eau. Et donc, vous préconisez une approche, en tout cas, nouvelle en matière sécuritaire qui se fait différente de cette approche basée sur les armées et les armes. Une approche sécuritaire qui mettrait aujourd'hui
l'individu, l'humain au centre, en tout cas des politiques sécuritaires des États. Et donc, vous avez à ce titre, en tout cas, souligné la nécessité de renforcer les systèmes de santé, en tout cas, de pousser les personnels de santé, mais également de doter les hôpitaux d'équipements de santé pour pouvoir être mieux préparés à faire face à des crises comme celle-là que nous avons vécue. Vous avez également parlé du rôle de la diaspora, comme vous l'avez si bien dit. La contribution de la diaspora africaine chaque année est légale ou en tout cas supérieure, en tout cas à l'aide publique au développement que les pays africains reçoivent des pays développés. Et justement, du fait de la crise, cette diaspora africaine n'a pas pu contribuer, comme elle a l'habitude de le faire, à soutenir les familles, mais également à soutenir l'économie informelle majoritairement dominante dans nos pays. Enfin, également, vous avez parlé du protectionnisme, donc, qui s'est fait jour. Donc, on a beaucoup parlé de la solidarité internationale, du principe de solidarité régionale et sous-régionale, mais cette crise a montré que les États se sont recroquevillés sur eux-mêmes et donc nous interroge sur le rôle des alliances, en tout cas des alliances régionales et sous-régionales dans ce contexte-ci. En matière d'opportunités également, on a pu retenir de votre discussion que c'est une opportunité pour enfin redessiner, remodeler notre nouvel modèle de gouvernance pour pouvoir, dans le futur, être capable non seulement de faire face à des crises comme ça, mais de satisfaire tout simplement les besoins vitaux des populations en matière de santé, d'éducation, d'assainissement, etc. Également, pour vous, c'est une opportunité pour les États, au niveau des instances, de redéfinir les cadres de collaboration, de mieux les repenser pour pouvoir davantage en bénéficier. Donc, cela fait que nous avons reçu de nos internautes, de nos followers, beaucoup de questions. Et je m'en vais commencer par la première question d'Hassan qui dit « Pourquoi la propagation de la COVID-19 est si rapide aux États-Unis » Très bien, très bonne question. Tout à l'heure, je parlais de leadership et aussi de la volonté politique. En fait, dans les cas d'espèce, donc la pandémie, il y a une dimension scientifique et il y a une dimension politique. La dimension scientifique, c'est celle qui, on regarde les chiffres, les médecins nous disent, les scientifiques, les chercheurs disent, voilà les effets, voilà ce que ceci fait. Alors, d'autre part, il y a le côté politique, puisque les médecins ne gèrent pas les pays, les scientifiques ne gèrent pas les pays, les politiques le font. Alors, c'est maintenant le travail de politique de mettre en place la technique, si vous voulez, l'approche de la riposte. Et les États-Unis ont connu un problème du point de vue riposte qui est différent, qui est totalement différent de ce qu'on a vu, par exemple, à Taïwan ou en Corée du Sud, qui les deux pays ont pratiquement fait face à ce problème. Quand on compare, il y a une approche totalement différente. Donc, il n'y a pas de secret. C'est là que réside le problème à l'approche qui a amené les États-Unis au point où nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, les États-Unis sont un pas en arrière. Le moyen ne suffit pas. Donc, je parlais tout à l'heure de moyens. On peut bien avoir le moyen, mais il faut encore avoir la bonne approche. Parfois, le problème, c'est le manque de moyens et parfois, le problème, c'est le leadership. De toute façon, le leadership y est pour quelque chose de part et d'autre. Donc, c'est ça les grands défis aux États-Unis. Nous avons une deuxième question de Pakarim, une question plus, en tout cas, centrée au niveau de la collaboration entre États et organisations. Donc, Pakarim qui dit que doivent aujourd'hui devenir, étant l'expérience de la COVID-19 étant vécue, que doivent aujourd'hui devenir les relations inter-États, mais également inter-organisations sur le plan de la santé, sur le plan des échanges économiques, sur le plan culturel et même sur le plan religieux? Là, il y a plusieurs dimensions à considérer. Moi, je pense que le COVID-19 a démontré qu'on ne peut pas vivre, on ne peut survivre que dans la solidarité. Et la solidarité, dans ce cas-ci, c'est la coopération. Et pour avoir une bonne coopération, que ce soit entre États ou entre communautés, il faut de la transparence. Il y a un débat à ce moment où on pose la question, est-ce que la Chine a été transparente? Ce n'est pas un débat qu'on va avoir ici,
mais c'est un débat qui se pose. Et ce débat-là, il y a d'un côté, on dit non, la Chine n'a pas été transparente et n'a pas informé la communauté des pays à temps pour que chacun puisse prendre les précautions. La Chine, on parlait tout à l'heure de leadership, la Chine a un leadership, une idéologie qui est différente de celle qu'on retrouve au Sénégal, par exemple. L'État décide et les choses se passent telles que l'État les décide. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Il y a une décentralisation énorme qui a des ramifications, surtout en ces cas ici, où on ne s'est pas mobilisé du coup tout le monde sur la même ligne d'action. Donc, moi, je reviendrai sur la transparence. Puis c'est question de confiance. Quand je parlais tout à l'heure de la sécurité militaire, ainsi de suite, c'est puisqu'on ne fait pas confiance aux uns et aux autres. Et ça, c'est la différence, par exemple, dans un cadre comme la CEDEAO, où il y a quand même un grand nombre de démocraties, on voit combien il y a de collaboration entre les pays de la CEDEAO, puisqu'ils se font confiance. Généralement, on dit que les démocraties ne vont jamais en guerre contre elles-mêmes, puisqu'il y a une certaine façon de faire dans les démocraties. Alors, pour revenir à la question, donc, c'est rétablissement, la restauration de la confiance, puisqu'il faut dire que quelque part, il y a un choc aussi sur le point de vue confiance. Les Chinois peuvent bien débarquer au Sénégal avec des dons, tels qu'ils le font maintenant. Quelque part, il y aura toujours des gens qui vont dire, est-ce que peut-on faire confiance puisqu'ils ne nous ont pas avertis à temps. Alors, de l'autre côté, les Chinois disent, mais nous, on n'a rien caché. On a dit à tout le monde. Ça, c'est un débat qui va se poursuivre pendant longtemps. Donc, dans l'intérim, pendant que nous redéfinissons les relations, ça devient très important de prendre ça en considération. L'élément culturel est très important. Le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane. Qu'est-ce que cela signifie dans les cadres de normes culturelles? Quand on impose certaines choses, ça signifie quoi? La Guinée, c'est différent. Donc, chaque pays doit prendre tout ça en considération. Est-ce qu'il y a une seule façon de suivre ça? Quand on a, par exemple, imposé les instructions pour se protéger. Tout à l'heure, je disais que dans un pays comme la RDC, ou tout autre pays africain, où les gens survivent au jour le jour, vous leur demandez de rester chez eux. Est-ce que c'est ça la meilleure approche? Un pays comme l'Éthiopie, par exemple, pendant longtemps, Ethiopian Airlines a continué ses vols, puisque c'est une source importante de revenus pour le pays. Il y a des raisons. Donc, chaque pays a dû prendre des positions qui servaient les intérêts de ces pays-là. Maintenant, la question, on revient sur cette transparence. Tant qu'on informe les uns les autres, voilà, nous, pays X, ici à Zamunda, nous allons faire XY, puisque nous considérons que c'est comme ça, ça permet aux autres de calibrer leurs réponses. Un autre exemple, c'est le cas de la Tanzanie, par exemple. La Tanzanie n'a pas pris la même approche que les autres pays dans l'Union de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie pratiquement dit que les Covid-là, nous, on n'a rien à faire avec. Donc, ils n'ont pas mis en place les mêmes genres de précautions que les autres. Bon, tant mieux, c'est un pays souverain, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Mais du coup, il y a un grand niveau de commerce entre tous ces pays, de ce qu'ils appellent les EAC, East Africa Community. Alors, l'Ouganda, qui a pris des mesures très sérieuses, du coup est confronté au problème des chauffeurs, des grands camions qui viennent à la frontière et on doit les mettre en quarantaine, puisqu'on a trouvé des cas au niveau de la frontière. Quand on met ces chauffeurs en quarantaine, ça signifie le transport, les commerces est bloqué, puisque ces gros camions qui amenaient X commodités ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, les clients ou les gens qui en ont besoin de ce produit vivrier et autres ne le reçoivent pas à temps, puisque ça fait 14 jours que la personne doit attendre. Donc, on ne peut pas se passer de la transparence, on ne peut pas se passer de confiance et on ne peut pas se passer non plus de la bonne gouvernance. Donc, je reviens sur le même thème. Merci. Merci beaucoup. Donc là, nous avons une contribution de Omar, une contribution sur laquelle nous voudrions avoir votre point de vue. Donc, Omar qui dit, d'où l'intérêt pour nos gouvernants de repenser à la redistribution équitable des ressources. Le COVID-19 doit servir de leçon aux élites africaines. Que pensez-vous de ça? Je suis totalement d'accord avec Omar. En fait, c'est ça la sécurité humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'Alibaba, il y a les fondamentaux. Donc, il y a les indicateurs fondamentaux. C'est comme quand on va bâtir sa maison.
quel que soit le palais, que ce soit les palais, que ce soit ma petite bicoque, les fondations, le principe reste le même. Il faut une fondation, il faut des murs, il faut une toiture, il faut des fenêtres, il faut une ventilation, ainsi de suite. Peut-être c'est à petite échelle que le type qui a bâti sa maison, le chef qui a bâti son grand palais à côté, mais le principe reste le même. Donc, on ne peut pas se passer de ces principes-là. Et la distribution équitable de ressources, pratiquement, reste le socle de problème de beaucoup de pays africains ou de pays en voie de développement. Ces pays sont pauvres justement à cause de ça. On n'a pas de réserves dans nos trésors, dans nos banques, puisque l'argent s'est effrité, l'argent s'est évaporé quelque part ailleurs. On doit protéger les contrats de business. L'état de droit, on ne peut pas s'en passer. Totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question d'un de nos followers sur Facebook qui dit « Comment envisagez-vous l'après-Covid du point de vue des relations entre les pays ?» C'est un peu compliqué maintenant, puisque même si on avait une balle de cristal, ça ne sera pas très clair, puisque nous sommes à peine dans la première phase du COVID-19. Juste la première phase. Donc, c'est difficile d'envisager comment cela va se passer. Mais il y a une dimension que j'aimerais quand même mentionner, que je n'ai pas mentionné lors de mon intervention, c'est le rôle de la société civile. Le Sénégal, par exemple, est un exemple, un modèle avec une société civile qui est assez forte. On a vu le mouvement des jeunes, il y en a marre, on a vu des mouvements des jeunes au Burkina Faso, en RDC et ailleurs. Ils ont un rôle à jouer, puisque la mobilisation, au départ, on se disait, comme tout le monde sera confiné, on ne peut pas quand même avoir une révolution numérique, hein, mais on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé. Les gens restent engagés. Et la société civile est une branche importante de la communauté qui sert justement d'inspecteur, si vous voulez, de l'auditeur de la gestion de l'affaire publique. Et ce rôle-là, moi, je pense, s'il faut parler de l'après-Covid-19, il faudra le préparer au niveau local d'abord, puisque le niveau international, nous n'allons pas le contrôler. Il sera ce qu'il sera. Et on ne sait pas exactement ce que ça sera. Est-ce qu'il y aura plus de défiance du point de vue idéologique? Certainement, pour l'Afrique, on peut préconiser une troisième ruée vers l'Afrique. Donc, on sait que l'Afrique est en mauvaise posture. Donc, le pouvoir traditionnel, quand je dis le pouvoir traditionnel, les puissances traditionnelles, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes, les pays du Golfe, vont essayer de s'étaler un chemin vers l'Afrique. Chacun va amener ses cadeaux, son apport, et quelque part, on risque de se perdre, l'Africain risque de se perdre, puisqu'il risque de se retrouver dans les agendas des autres et pas dans ses propres agendas. Donc, moi, je dirais que la société civile a un rôle à jouer. Et pour nous, par exemple, je suis conseiller, je travaille avec International Republican Institute, dans l'Institut républicain international, et nous travaillons dans l'espace démocratie et bonne gouvernance. Donc, cet espace-là, démocratie et bonne gouvernance, doit être protégé à tout prix dans chaque pays, puisque c'est cet espace qui va déterminer justement l'approche ou la direction que ce pays prendra. Et là, quand on voit que les assemblées continuent à fonctionner, même s'ils ne sont pas toujours présents, ils fonctionnent sur des plateformes numériques, les sociétés civiles, les organisations de la société civile font pareil, le groupe des jeunes pareil. Donc, moi, je pense que c'est là une clé très importante pour la résolution pour ce qui concerne l'après-Covid. Merci beaucoup. Donc, nous avons également une autre contribution qui mérite une réflexion de votre part. Donc, nous avons Diouf qui dit que toutes ces idées véhiculées, en tout cas, sont très intéressantes. Et lui, il pense également que la santé, l'alimentation sont des facteurs qui prennent autant de pouvoir et d'importance que l'intégrité territoriale. Que pouvez-vous dire sur ça? Je suis totalement d'accord avec Diouf. Donc, en fait, c'est ce qui fait qu'on doit, c'est ça l'impératif de repenser la sécurité. Il y a, dans sa question, la question de Diouf, il y a l'implicite déclaration de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire.
Nous sommes dans une situation de déséquilibre, où il y a des pays comme les États-Unis où carrément on jette la nourriture après les avoir produits. Tout à l'heure, je n'ai pas fait mention à ça, mais le mois passé, depuis que Covid est arrivé, un des effets des Covid, c'est que les grands fermiers dans le Midwest aux États-Unis, donc Illinois, Ohio, Iowa, Ohio, tous ces États qui sont des fermiers, en fait, le breadbasket des États-Unis, et la Floride, il y a plein de grandes fermes, tout d'un coup, qui ne pouvaient plus évacuer leurs produits puisque les clients ne prenaient plus ça. Ah, donc, ils se retrouvaient où carrément, ils jetaient le produit. Même quand ils ont essayé de faire don, ça ne pouvait pas aller puisque le marché était saturé et il n'y avait personne qui achetait. Il y a eu des éleveurs qui ont dû abattre leurs cochons, leur bétail, puisqu'il n'y avait pas de preneurs. Alors, d'autre part, en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim. On dit restez chez vous. Et bon, alors si on envisage un peu dans ce cas-là, si les pays africains avaient les moyens, les pays africains pouvaient entrer en contact avec les États-Unis, pour un cas, je ne sais pas comment ça s'est passé en Europe, mais juste pour le cas des États-Unis, on pouvait bien dire, écoutez, les États-Unis, le gouverneur de l'État X ou Y, nous ici, en RDC, au Sénégal, en Angola, nous voyons qu'il y a un problème. Nous, on vous envoie nos frais, nous allons affréter des avions, on va prendre ce produit-là, puisqu'on en a besoin, à nos propres frais. On pouvait le faire, mais on n'a pas le moyen, donc on n'a pas fait. On ne va pas s'attendre à ce moment-là qu'un pays qui est en pleine crise, puisque même les États-Unis sont en crise. Il ne faut pas, je disais tout à l'heure, ils sont penchés sur la survie, sur le bien-être de leurs citoyens, d'abord. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire s'il y a une distribution équitable, s'il y a un investissement dans la population, un investissement réel, les pays frontaliers font pareil. Je disais tout à l'heure qu'une démocratie ne va généralement, en tout cas, je ne connais pas des cas où une démocratie est allée en guerre contre une autre démocratie. Si le Sénégal est une démocratie et que la Gambie est une démocratie, il y a très peu de chances que ces pays-là aient en guerre. Donc, la protection de l'intégrité territoriale est importante puisqu'il faut toujours protéger son territoire, mais cela ne se fera pas au détriment des autres piliers du bien-être de la société. Merci infiniment. Donc, nous avons également une autre question, une double question d'ailleurs de Khalil, qui dit qu'avec la crise du COVID-19, il semblerait que l'économie mondiale est en pleine récession. Il dit le chômage a grimpé, il y a beaucoup d'entreprises qui annoncent des vagues de licenciements, et il dit, est-ce qu'on peut dans ce contexte-là parler d'opportunité? Mais oui, l'opportunité, les crises présentent toujours des opportunités. Quand on vit la crise, effectivement, on ne pense pas à l'opportunité puisqu'on doit survivre. On subit le coût. Mais quel que soit le coût, on doit toujours se dire qu'il y a une opportunité pour faire mieux. D'abord, puisqu'il faut trouver des solutions à la crise. Déjà, la recherche, la quête de solutions, c'est déjà une opportunité. Puisqu'on ne va pas baisser les bras, dire, écoutez, il y a une crise, mais voilà, et qu'est-ce que nous, on va faire? Non, ça ne marche pas comme ça. Que ce soit au niveau personnel, individuel, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau du pays. Les dirigeants s'acharnent dans différents ministères. Au Sénégal, en Guinée, ailleurs, les gens s'acharnent. Tout le monde n'est pas corrompu, tout le monde ne baisse pas les bras. Le président de la République, ils savent qu'il y a une crise pour leur pays. Il doit faire quelque chose. Donc, il y a toujours une opportunité. L'Union européenne est née d'une crise. L'Union européenne est née puisqu'il y a eu la montée des nationalismes farouches en Europe qui a causé 2 guerres mondiales. Et c'est sur base de ça que l'Union européenne est née. L'Union européenne est née puisque la France était confrontée à un grand problème avec l'Allemagne, le problème de charbon, pas juste le problème de la guerre. Ils se sont mis à table, ils ont dit, écoutez, nous, on va gérer notre problème dans la transparence, qui a pris le bien de qui a pillé les ressources de qui. Et ils se sont mis d'accord, c'était une opportunité qui a amené à ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'Union européenne. La CEDEAO est née des opportunités, c'était dû à des crises. Et puis les pays se sont dit, nous, on va faire X, Y. Donc, il y a toujours des opportunités, même en pleine crise. La récession, elle est réelle, le chômage, il est réel. Et donc, la question, quand on chôme, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernant dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il
quand on est dans le chômage, il y a opportunité de dire, OK, c'est peut-être le temps de reconsidérer cette industrie-là. Est-ce que cette industrie-là était encore viable? Peut-être on va tous maintenant faire une migration vers l'économie numérique. Est-ce que ce que nous enseignons à nos enfants, est-ce que ça va leur permettre de bien faire face aux conflits? Puisqu'il y aura d'autres pandémies. Ça, c'est vrai que la dernière grande pandémie date de 1918, mais les pandémies, on a été avertis depuis plusieurs années qu'il y aura des pandémies. Et ceux qui ne croyaient pas, tout d'un coup, ils sont mis devant l'évidence. Et ça va continuer. Donc, il faudra qu'on apprenne quelque chose. Pour les Africains, il faudra qu'on se dise, on doit réduire notre dépendance. On doit être vraiment indépendant dans la mesure où c'est possible. Puisqu'on ne sait pas si l'autre viendra nous sauver quand sa propre maison est en flammes, comme la nôtre. Il doit prendre soin de sa propre maison. Donc, voilà un peu l'image que moi je donnerais. L'opportunité, toute crise présente toujours l'opportunité, et pour le leadership et pour les autres. Justement, parlons de ces opportunités. Vous avez tantôt parlé de la recherche comme opportunité et c'est la deuxième fois justement que ça vient dans votre propos. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, dans ce contexte-ci, la recherche peut être une opportunité, notamment pour les pays de notre sous-région et de notre région africaine? Je pense en y mettant plus de moyens. Puis ce n'est pas les chercheurs qui manquent. L'Afrique regorge des chercheurs. Des gens qui ont été formés et en Afrique, dans les grandes institutions africaines, et dans les grandes institutions de l'Occident, pour ainsi dire, et maintenant même de la Chine. Et souvent, ce qui leur manque, ce sont les moyens. C'est toujours question des moyens. Et les moyens financiers, donc logistiques, et les moyens politiques. Il y a une grande institution de recherche agricole au Nigeria, pour la sous-région. Mais il faut y investir. Il y a des recherches scientifiques, des instituts Pasteur. Il est peut-être temps qu'on puisse avoir des partenariats solides, mais qui sont structurés pour les intérêts des Africains avec les grandes institutions occidentales. Puisque souvent, la tendance actuelle, ce sont les chercheurs occidentaux qui viennent avec des projets en se basant ou en s'associant avec les chercheurs africains, et ils reprennent cette connaissance vers l'Ouest. Mais pourquoi ne pas dire, et la RDC a commencé un projet pareil avec INRB, et on doit avoir plus de projets pareils à travers l'Afrique, puisque les connaissances sont là. Mais connaissances sans moyens, ça ne va nulle part. Hein? Connaissances sans moyens, ça reste un rêve. Donc, nous, c'est-à-dire en Afrique, les Africains doivent prendre le devant et pousser ces initiatives-là. Donc, c'est un son de cloche, c'est un avertissement, moi je pense, la pandémie, puisque maintenant on ne peut plus douter, ce n'est plus question de propagande. Quelque chose qui est aussi important, c'est que qui contrôle l'information? C'est un problème très sérieux. Qui contrôle l'information? Nous sommes dans une ère du digital, une ère du numérique. Mais est-ce que les Africains contrôlent le contenu qui va dans ces contenus de l'ère digitale, de l'ère numérique? Moi, je dirais non, pas assez. On doit avoir, les Africains doivent avoir les stations de radiodiffusion, ils doivent avoir des organismes qui se chargent de l'information du peuple, de la population, ainsi de suite. Donc, pour revenir juste à la question, je dirais, les connaissances sont là, il faut y mettre les moyens, tant financiers et logistiques que politiques. Rien ne se passe sans moyens, et sans moyens, ça reste un rêve, ça reste une idée sur papier, sur son ordinateur. Merci. Une autre question, et une autre question également, toujours dans le même sens, du même followers, qui dit est-ce qu'aujourd'hui la veille économique, sécuritaire et sociale ne devrait pas être une bonne réponse? La vieille économie, c'est ça, j'ai bien compris. C'est ça, l'économie existe aujourd'hui. Pardon? La veille économique. La veille? Oui. La vieille.
la veille économique. C'est quoi la veille économique? Je sais de comprendre comment est-ce que c'est défini. So, la veille économique, c'est toute une approche, en tout cas, d'anticipation et de projection économique qui promeut un peu la maîtrise des données. Vous voyez un peu une culture de l'entrepreneuriat, en tout cas, comme vous l'avez dit tantôt. OK, très bien. Oui. Très bien, merci Alioune. Oui, effectivement, moi je pense que c'est ça. On doit être aux aguets. Hein? En fait, tout doit être branché ou structuré vers l'avenir. Et quand on structure son économie vers l'avenir, quand bien même on n'a pas une boule de cristal pour tout voir, on anticipe. Donc, en fait, c'est une économie d'anticipation, une économie qui essaie de voir où sont les faiblesses, les failles, une économie qui est dynamique. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec cette question, avec cette approche, et je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce que, justement, ces pays qui ont de moyens essaient de faire. C'est-à-dire, à tout moment, il y a un réquestionnement de ce qu'on fait. Et on met des garde-fous, on essaie de résoudre le problème avant que le problème ne se pose, avant qu'il se présente. Merci, nous sommes quasiment au terme de cette production, mais nous avons une dernière contribution qui va être une note positive, une note pleine d'espoir pour l'avenir. Et justement, René qui dit « La crise est bien une opportunité pour ceux qui savent la saisir ». Donc, nous allons vous donner la parole pour terminer sur cette note heureuse. Oui, je suis totalement d'accord avec René. D'ailleurs, c'est très sage, c'est très bien dit. Et je pense que c'est une crise. Ce n'est pas la fin du monde. Hein? Donc, c'est une crise. L'Afrique a confronté plein de crises avant. Et celle-ci, elle passera aussi. Mais il ne faudra pas qu'elle nous laisse handicapés. Donc, il faut à tout prix éviter que cette crise, cette pandémie, nous handicape en Afrique d'une manière permanente. Donc, c'est un avertissement. On a sonné la cloche. On va perdre, mais on ne va pas tout perdre. Donc, il faut immédiatement se mettre au travail et commencer à anticiper. Quand on regarde les données statistiques, comment les pays sont affectés, les pays africains jusque-là sont les moins affectés. Pour des raisons que moi, je ne maîtrise pas, que beaucoup de scientifiques ne maîtrisent pas non plus. On espère que ça va rester autant, mais pour que ça soit comme ça, il faut que le gouvernement puisse se mettre au travail et commence à faire ce que le peuple attend d'eux. Merci beaucoup. Donc, nous allons terminer ce Facebook Live en vous disant un grand merci venu de Dakar, mais également venu de Conakry, venu de nous-mêmes, mais également venu de nos followers. Donc, nous vous disons merci infiniment pour cette brillante présentation qui a été très riche et très enrichissante. Donc, à vous, nos followers également, nous vous disons merci et vous encourageons à continuer à nous suivre sur notre page Facebook, mais également sur nos pages Instagram et Twitter. Donc, cet engagement virtuel de l'ambassade des États-Unis va se poursuivre au fil des semaines. Et justement, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion qui aura lieu le mardi sur la résilience et la santé mentale en temps de COVID-19. Merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Alioune. C'était un plaisir et un honneur. Le plaisir a été partagé.